Les défilés du 1er mai seront-ils plus politiques cette année? Comment s'organise le débat de l'entre-deux tours qui aura lieu le 3 mai? Saviez-vous que le foot français brille en Coupe d'Europe? Ces sujets-là et bien d'autres encore seront au cœur de l'actualité la semaine prochaine. Mais nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Bonjour Fred. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour à tous. Merci de nous suivre en direct sur Figaro Live. Merci de suivre On vous en parle dès maintenant, qui est le nom de ce nouveau rendez-vous proposé par le Figaro, dans lequel nous allons suivre l'actualité par anticipation tous les jeudis à 15h10. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à poser vos questions. Nos invités, nos chroniqueurs vous y répondront tout au long de cette émission. Et pour nous accompagner, Alex Vizorek, bonjour. Bonjour, il y a déjà eu un oxymore, parce que vous avez dit suivre l'actualité par anticipation. C'est presque pas possible. Déjà, c'est presque, mais on va le faire. Alors, Alex Vizorek. Oui. Pas facile. On se concentre. Vous co-animez avec Charline Vanhoenacker l'émission Si tu écoutes, j'annule tout, du lundi au vendredi de 17h à 18h sur France Inter, toujours sur la même radio. On vous retrouve tous les mardis pour votre billet d'humour dans le 7-9 à la télévision. Vous êtes aussi tous les samedis dans l'équipe C'est l'Hebdo, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, également sur Paris. Un maximum de piges, moi. J'ai fini parce que là j'ai pris mon souffle. C'est moi, parce que c'est un mec du fisc qui regarde. J'ai pris mon souffle, Alex. Également sur Paris Première dans Ça balance à Paris, présenté par Éric Nolot. Et enfin, sur scène, dans Alex Vizorek est une œuvre d'art, tous les lundis et mardis au Théâtre de la Pépinière. Dimanche et mardi. Dimanche et mardi, pardon. Lundi, je prépare le billet du mardi matin, vous êtes de Exactement. Dimanche et mardi au Théâtre de la Pépinière et le 12 juin. Grosse salle. Au Théâtre Antoine. Exactement. D'ailleurs, avec Charlotte, nous étions, on l'avoue, mardi soir. Mais je vous observais dans la salle. Je crois que vous avez rigolé par moment. On a adoré. Sérieux, on a adoré. C'est un spectacle original, osé. Pertinent. Pertinent, on passe un super moment. J'essaye que les gens puissent repartir avec des choses à discuter. Vous savez, quand vous faites une soirée spectacle, vous allez au spectacle, puis vous allez au resto avec des amis. Et je pense qu'on peut encore parler pas mal du spectacle. Est-ce que vous avez vu Mort à Venise? Est-ce que vous avez envie de le voir? C'est tout un sketch sur Mort à Venise. Est-ce que on parle de tout. L'art moderne, on parle de foot aussi. Donc je pense qu'il y a des questions. Et puis je trouve ça chouette de traiter avec humour, parce que j'ai envie qu'il y ait les mêmes codes que dans un spectacle d'humour normal. C'est-à-dire que l'espèce de règle de toutes les 25 secondes, essayer que ça rigole. Mais adapté à une thématique quand même plus originale, qui est l'art, dans mon cas. Voilà, donc. Exactement, et on reviendra sur votre actualité tout à l'heure, mais justement, je ne résiste pas à vous présenter à vous un petit extrait. Je commence tous mes spectacles en France en disant je suis belge, parce que j'ai l'impression que vous nous pardonnez pas mal de choses. L'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on ne peut pas en faire. Ça, Nadine Morano l'a bien compris. Lequel des deux est un tableau fauviste? Il y a un piège. Sachez que Malevich, il n'était pas hyper content de son travail. Non, mais pourtant, il n'avait pas dépassé. Alex Vizorek, je rappelle le principe de cette émission. On ne commente pas l'actualité, on la décrypte, cette actualité à venir. On l'anticipe. On l'anticipe. Et justement, vous, votre rapport à l'actualité, il est comment? Alors, pour le coup, ce que vous faites là, c'est un truc que les humoristes aiment bien faire. Imaginez ce qui va se passer, parce que on risque pas de se tromper sur le moment, vu que c'est pas encore arrivé. On se trompe pas dans l'analyse, on propose une caricature. Ici, j'imagine que vous allez proposer des choses plus sérieuses que ce qu'on fait nous, et j'espère pour vous. Mais moi, le rapport à l'actualité, il est quotidien, parce qu'on doit en rire très vite, ça passe. Je me souviens qu'on avait fait des vannes pendant la primaire à droite sur le fait que Fillon disait « je monte » et on s'en moquait. On a vite compris que si on ressortait nos vidéos à nous, on aurait eu de droit à... On s'est trompé, évidemment, mais c'est pas grave, c'est pas le but. Et le but aussi, c'est qu'on soit complémentaire à ce que les journaux, les télés, les chaînes info continuent puissent faire. C'est-à-dire que
on décale, c'est-à-dire qu'on prend le même matériau de base et voilà, on essaye d'apaiser, de décaler. Et je pense que ça permet aussi à la démocratie d'exister complètement, parce que sans des gens comme nous qui se moquent de ce qui se passe, il y aurait peut-être plus de gens dans les rues. Si à la Révolution française, il y avait eu des chaînes d'humour, il y aurait peut-être moins de têtes coupées. Alors passons au sommaire de cette émission. Dans cette première partie, Alex Vizorek, nous découvrirons la foire de Paris en chiffres avec Étienne Jacob qui est assis à côté de vous. Enguerrand Renaud, bonjour Enguerrand, nous fera rentrer dans les coulisses du débat de l'entre-deux-tours qui se tiendra le 3 mai, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et puis, politique, justement, la politique, c'est avec vous, Karl Meeus. On l'aborde tout de suite. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine. Le 3 mai, ce débat, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce qu'on est sûr que ce débat aura lieu? Oui, c'est bon, ça y est. Non, mais il pouvait y avoir un doute. D'abord parce qu'il y a le foot. Je ne sais pas si vous êtes plus foot que politique, mais... J'ai entendu qu'on avait demandé de déplacer à cause du foot. Et oui, voilà, et ça ne s'est pas fait, donc ça c'est réglé. Vous ferez Con-Bendit, vous regarderez le match sans le son et le débat avec le son, ce qui est mieux que l'inverse. On verra avec Laurent tout à l'heure. Ça aurait pu ne pas se faire, oui, mais je préfère avancer parce que je sais que Laurent, lui, va défendre le foot, moi je défends le débat. Mais on aurait pu déplacer le foot aussi, c'était possible. Oui. Non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, Enguerrand. Oui, parce qu'après, il y a la Coupe Europa aussi, c'est compliqué. Alors, Karl, ça aurait pu ne pas se faire parce que, souvenez-vous, en 2002, la dernière fois qu'un Le Pen s'est qualifié pour le second tour, c'était Jean-Marie, le père de Marine Le Pen, et Jacques Chirac avait refusé de faire le débat en disant que ce n'était pas convenable. Donc, ce n'était pas forcément évident, mais finalement, il se tiendra. Mais c'est une tradition de la Ve République, ce débat de l'entre-deux tours. Est-ce que celui-ci va être décisif? Est-ce qu'il va pouvoir faire changer les choses concrètement? Alors, c'est une tradition, mais que depuis 1974. Le premier débat, c'est Mitterrand-Giscard au second tour de l'élection 1974. C'est essentiel parce qu'un débat sur TF1 et France 2, retransmis en direct, vous vous souvenez, le premier débat, ça avait fait 9,5 millions de téléspectateurs avec un pic à 11,5. Là, on est dans un second tour, avec 3-4 jours du second tour, donc on est sur plusieurs millions de téléspectateurs qui vont regarder. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un direct à 5 jours du scrutin. Ce qui va se passer, c'est que Marine Le Pen est en retard aujourd'hui dans les sondages, et donc c'est à elle, j'allais dire, de provoquer Emmanuel Macron, d'aller le chercher, d'essayer de gagner des points en le déstabilisant ou en montrant qu'il peut y avoir des divergences ou des choses qui sont plus compliquées pour lui. Et donc, c'est à elle d'aller le déstabiliser. Lui, c'est le favori. Il a juste à attendre, à dérouler son programme, à montrer qu'il est calme, ce qu'il fera, parce que lui, il se projette déjà dans l'après. Et on imagine que les candidats se préparent énormément pour ce débat, ce face-à-face. C'est peut-être le moment de la campagne où ils vont se préparer le plus. Parce que là, s'ils trébuchent, c'est devant des dizaines de millions de téléspectateurs. 5 jours du premier tour, ça va être compliqué de rattraper. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la journée blanche avant le débat. Le week-end aussi, ils révisent toutes les fiches que tous les conseillers ont préparées. Et puis aussi, les arguments, ce qu'on appelle maintenant la punchline. Trouver le bon argument qui va déstabiliser. Je peux vous faire un quiz d'ailleurs? Ah bah lui, on peut. Alors là, vous êtes d'accord, vous aimez la politique? Vous aimez la politique, alors on y va. Bien sûr, allez, on y va, Karl. Bon, alors, pardon. Qui a dit? Ne regardez pas les réponses. Je l'ai vu, j'ai vu Enguerrand, j'ai vu ton œil. Mais de toute façon, il n'y a pas les réponses. J'ai vu ton œil. Alors, qui a dit? Vous avez un peu tendance à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. Je ne fais pas les imitations parce que sinon, d'abord je suis mauvais, mais en plus ça ne marche pas. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu l'homme du passif. L'homme du passif. Est-ce que ce ne serait pas Hollande qui a dit ça? Non, c'est Mitterrand. Non, alors c'est Mitterrand. Quel débat? Quelle année? AVGE. 74. Bien, parfait. Yes. Un peu plus facile. Qui a dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur » ? Ça, c'est Giscard. Ça, c'est Giscard. Voilà, dans le même débat. Le même débat. Ou en 80. C'était 74. En 1974. Non, c'était en 74. Non. D'accord. L'homme du passif, c'est en 81. L'homme du passif, c'est 81. C'est ça, donc nous, on avait raison. Non. Ah, j'ai faux. D'accord, toutes mes confuses, comme dirait l'autre. Bon, alors très facile. Qui a répété 15 fois « Moi, président » ? Hollande. Anaphore, c'est ça qu'on appelle ça comme ça? Une anaphore, exactement, en 2012. Bravo. Merci beaucoup, Karl. On attend donc avec impatience quand même ce débat du 3 mai. Qu'on regardera On au lieu de regarder le regardera, foot. ben ça on verra avec Laurent, chacun nous en parlera, je sais pas. là. Je rappelle qu'on retrouve vos analyses dans le Figaro Magazine toutes les semaines. Karl, vous êtes toujours le bienvenu autour de cette table. Avec plaisir. Alex Vizorek, vous intervenez sur la politique à l'antenne sur France Inter, mais quel est votre avis
personnel sur la politique. Comment vous regardez cette campagne, personnellement? Oh là là, mais moi je l'ai trouvée formidablement passionnante pour nous. Tous les 2 mois qui ont précédé, on n'a pas eu une seconde de répit. Les affaires, les réponses, les nombreux débats, des primaires, puis les débats à 11, tout ça était formidable. Je vous cache pas une petite angoisse. Je le sentais pas, moi, le deuxième tour, Le Pen-Fillon. Je sais pas pourquoi, j'aurais trouvé ça difficile d'avoir des gens avec ce passif judiciaire-là à cet endroit-là. Donc, d'une certaine manière, j'étais un brin soulagé d'avoir quelqu'un d'autre au second tour. Et là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de... Mélenchon, sans rien faire, anime particulièrement l'entre-deux tours. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de tension en France pendant cet entre-deux tours. En voyant les résultats dimanche soir, je me suis dit, bon ben voilà, on va dérouler. Eh ben, on ne déroule pas des masses. Ça, c'est pour le moins. Ouais. Karl Mayus, il y a une question d'un internaute pour vous, Karl. On connaît déjà les programmes des candidats. Ça ne servira qu'à faire de la polémique. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à le refuser? Le débat? Oui. Non, parce que c'est l'occasion qu'ils ont de pouvoir s'adresser à plusieurs millions de téléspectateurs en même temps. Quand vous faites un meeting, vous avez vos aficionados, vos militants qui sont là, c'est retransmis sur les chaînes info, mais vous ne touchez pas tous les Français. Et malgré tout, on ne peut pas dire, je parle sous votre contrôle, mais que dans le premier tour de la campagne, on ait vraiment parlé des programmes. On a quand même plus parlé des affaires, on a parlé de quoi d'autre? Non, pas que des affaires. Et très peu du programme. Très peu du programme. Et là, on a... Dans les débats, quand même, c'est pas vrai. Hein. Je veux Dans dire, les débats, ils ont fait très très court sur les affaires. Ils avaient 1 minute 30 pour évoquer certains aspects de leur programme. Les pudeurs de gazelle et puis... Non, mais là, on a la confrontation de deux France. D'ailleurs, c'est amusant parce que Emmanuel Macron et Marine Le Pen voulaient de cette confrontation. C'est la France des patriotes contre la France des mondialistes, la France réformiste contre la France conservatrice. Et donc, c'est ça qui va être intéressant, peut-être plus que leur programme, mais c'est de voir la différence qu'il y a entre les deux France. Merci beaucoup, Karl. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez poser vos questions, là, comme on vient de le faire, à notre invité, Alex Vizorek. Je prends toutes les questions. Je vais solutionner les problèmes de la France. Je suis venu de Belgique pour ça, pour vous aider. aider. C'est ambitieux. Et nos journalistes. On continue, Charlotte. Oui, on continue à parler de l'élection présidentielle, évidemment, mais cette fois-ci, on va la décrypter grâce à l'expertise d'Enguerrand Renaud. Vous êtes rédacteur en chef médias et technologie au Figaro. Le 3 mai aura donc lieu le débat de l'entre-deux tours, diffusé simultanément sur TF1 et France 2. Débat qui sera finalement animé par Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacubizine. Les coulisses ont été mouvementées, je crois savoir, jusqu'à présent, Enguerrand. Ah oui, parce qu'organiser un débat d'entre-deux tours, c'est déjà pas facile, mais là, ça a été un petit peu chaud. Mardi dernier, au siège du CSA, se sont regroupés à la fois Catherine Neil pour TF1 et Michel Field pour France Télévisions, mais il y avait aussi Florent Philippot pour Marine Le Pen et puis Sylvain Faure pour Emmanuel Macron. Ils devaient préparer le débat. Dès le début, Olivier Schramek, qui est le président du CSA, il n'avait pas trop apprécié que les deux chaînes donnent par avance les noms de Gilles Boulot et de David Pujadas pour mener le débat. Donc il a suggéré quand même qu'il y ait plutôt une parité homme-femme. Et là, problème, parce que côté TF1, on a bien proposé Anne-Claire Coudray, mais Florian Philippot l'a écarté parce que Anne-Claire Coudray avait un peu secoué quand même Marine Le Pen lors des précédentes interviews. Côté France Télévisions, c'est toujours un peu chaud entre David Pujadas, Laurent Delahousse, Léa Salamé. Pas facile de choisir un nom. Alors du coup, Catherine Neil et Michel Field ont décidé de confier le débat aux deux patrons des services politiques, Christophe Jacubizine et puis Nathalie Saint-Cric. Alors on sait à quel point, Enguerrand, la réalisation d'un tel événement est importante, les moindres détails sont importants. Qui va réaliser ce débat? Alors, ça sera le réalisateur de TF1, Tristan Carnet, parce que les deux candidats ont beaucoup apprécié sa réalisation du débat le 20 mars sur TF1. C'est lui qui l'avait fait. Tristan Carnet, c'est quand même un grand réalisateur. Il fait The Voice, qui est quand même une très grande émission. Et Quotidien... C'est marrant, ça n'a rien à voir en même temps. Ça n'a rien à voir, mais c'est un bon réalisateur. Et il connaît bien les studios qui seront choisis, Plaine Saint-Denis. Enfin, ce jour de mardi, ils ont procédé au tirage au sort. Donc, on sait que Marine Le Pen débutera le débat et qu'elle sera placée à gauche de l'écran quand on est téléspectateur. Et puis Emmanuel Macron, il clôturera le débat et ça c'est assez important, c'est une bonne place. Et lui sera placé à droite de l'écran. Il y a encore des petits détails à régler avant la date. Et oui, il y a une deuxième réunion qui est prévue, c'est demain, toujours au CSA. Et là, il faut régler, c'est pas des petits détails, hein.
c'est régler le fait de savoir si on a le droit au plan de coupe. Alors les plans de coupe, c'est le fait de mettre la caméra sur le candidat qui ne parle pas. Alors c'est révélateur un petit peu de la gestuelle, c'est très dangereux. Et ça, en règle générale, les candidats n'aiment pas. Oui, ça peut révéler des faiblesses. Fillon qui pianotait sur son téléphone, ça ne fait pas le meilleur effet. Bon, il y a d'autres choses à régler. La couleur du décor, alors ça sera ou gris ou un peu bleuté. Il faut régler la taille de la table et savoir s'il est biseauté ou pas biseauté. Vous imaginez. Pas des histoires de température aussi? Et surtout la température. Alors on se dit, c'est impeccable. Moi, mais c'est impeccable. Ici, il fait un peu chaud, on va dire. Eh bien non, mais souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait été extrêmement pointueux sur la température du débat en 2012 parce qu'il préférait que ce soit un tout petit peu froid. Voilà. Enguerrand, pourquoi BFM TV n'a pas eu droit de co-organiser ce débat? Alors BFM TV avait réclamé le droit de l'organiser parce qu'effectivement, ils avaient organisé le premier débat à 11 et ça s'était très bien passé avec une audience très très bonne. Donc ils avaient dit, nous aussi, on a le droit de jouer dans la cour des grands. Mais TF1 et France 2 ont dit, non, pas question. Pourquoi? Parce que TF1 et France 2 veulent protéger leur chaîne d'information, LCI d'un côté et France Info de l'autre. Mais ils sont bons princes, donc ils vont donner le signal. BFM TV et CNews pourront retransmettre le signal. Ouais. Ça ne suffit pas. BFM TV veut aller plus loin. Il a écrit au CSA en disant « Nous, on veut bénéficier des mêmes conditions de travail que LCI et France Info. LCI et France Info auront accès aux coulisses et surtout, ils auront accès au staff des candidats. Et donc, BFM et CNews veulent aussi avoir accès à ça. Réponse du CSA très bientôt. » Alors là... C'est complet. C'est complet. Là, vous savez Alex Vizorek, vous savez tout. Je sais tout. Vous pourrez le livrer à vos amis. Compte tenu de l'actualité, j'étais pour une coprésentation Audrey Pulvar, Pierre-Emmanuel Barré du débat. Et là, je suis un petit peu déçu. Ils ont un peu de temps libre. Justement, ils auraient bien pu préparer. On va juste préciser que Audrey Pulvar a été écarté de l'antenne, de la même façon que Pierre-Emmanuel Barré. Il s'est un peu écarté lui-même. Mais pour lui, pour ce qui le concerne, lui est parti. Il a posé sa démission aujourd'hui. Oui, j'espère. Absolument. Il y a une tension en ce moment. C'est pas facile de traiter l'actualité, vous êtes bien placé pour le savoir. Merci beaucoup Enguerrand de toutes ces précisions. Alex Vizorek, la télévision est une source d'inspiration pour vous? Carrément, parce qu'en plus, il s'y passe des choses qui, en sonore, fonctionnent très très bien en radio. Donc on peut récupérer très souvent des morceaux. On les triche aussi, on pose d'autres questions et on diffuse la réponse comme on a envie qu'elle soit diffusée. On peut faire ça, nous, humoristes. Alors, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions et vous posez beaucoup de questions. Enguerrand, il y a énormément de questions justement sur ce débat. Température? Non, pas vrai. Un petit peu plus précis, par exemple. Farah demande comment on détermine sur quelle chaîne a lieu un débat. TF1, France TV versus les chaînes d'infos en continu. Alors voilà, c'est ça. Il faut quand même savoir, c'est historique. France 2 et TF1 sont les chaînes historiques, sont les chaînes statutaires. Elles sont toutes les deux issues de l'ORTF. Et il est vrai que TF1, même si ça fait privatisé depuis 30 ans, depuis 1987, il y a encore des réflexes au RTF. C'est vraiment une chaîne statutaire. BFM, ils sont arrivés en 2005, ils ont eu des méthodes très révolutionnaires, ils sont très punchy, mais ils ne sont pas encore dans la cour des grands, comme on dit. Merci Enguerrand. Si vous nous suivez maintenant, merci évidemment de participer en postant vos commentaires, en posant vos questions à Alex Vizorek, notre invité aujourd'hui, ou à nos plumes, Carl Mémus, Enguerrand, Renaud, et puis bientôt Étienne Jacob qui va intervenir. Je laisse la main à Fred, bien sûr. On y va, on va parler d'actualité en chiffres. Et voilà. Alors, je vous explique le principe. Étienne, qui est à vos côtés, a fouillé, cherché tout ce qui était possible de savoir sur la foire de Paris qui débute là aujourd'hui et qui va jusqu'au 8 mai. Et je pense qu'on va quasiment tout savoir. On y va, on écoute. Chez vous, bien sûr, vous pouvez répondre à toutes ces petites questions chiffres. On y va, Étienne. On commence avec un chiffre facile, 1904. Qu'est-ce que ça vous évoque? 1904. C'est la date de création? Ouais. C'est la date donc, de la première foire de Paris. C'était il y a 113 ans. Ouais. Aujourd'hui, donc, la foire de Paris est devenue la première foire d'Europe en matière d'habitat, en matière de maison. Un deuxième chiffre, 200 000. 200 000 de visiteurs? C'est pas ça, ça pourrait. D'exposants? Si vous voulez, la foire de... je l'ai vu dans son œil. J'ai vu vous savez, la foire de Paris, elle est donc située à la porte de Versailles sur un terrain de 200 000 mètres carrés. 200 000 mètres carrés, ça fait à peu près 20 hypermarchés. En stade de foot? Ça fait combien en stade de foot? Ça fait beaucoup à mon avis. On compte en stade de foot. C'est ça, je vois comment on cherche. Combien la foire de Paris en stade de foot? On peut aussi compter en pyramide, ça fait 4 fois la base de la pyramide de Gizeh. Ah bah voilà pour la pyramide. Ça c'est mieux. Ça faudrait le placer. C'est la pyramide de Gizeh en Égypte, bien sûr. Ça on pourrait le replacer. Non, je suis content que le niveau, c'est le Figaro comme ça. Ça change pas un peu sérieux. J'étais au Parisien la semaine dernière. Ça rame.
Un autre chiffre, 518 224. Celui-là, le nombre de visiteurs. Ça, oui. C'était le nombre de visiteurs, donc l'année dernière, en 2016. Et ça fait à peu près 52 000 par jour. Donc c'est quand même pas mal. Un autre chiffre, 1800. Le nombre de cafés consommés. D'exposants. Mais oui, mais parfait. Les copies. Je sens quand même. Je suis un fou de la foire de Paris. Si je mets la question pour un champion, je prends le questionnaire foire de Paris. Donc c'est 1800 exposants et ils viennent de 45 pays différents. Il y en a qui viennent du Népal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, des 4 coins. On ne pensait du pas que monde. c'était à ce point aussi international. Ouais. Et chaque année, on a 15% de nouveaux. Donc ils viennent pour la première fois à la foire de Paris. Un autre chiffre, 438. C'est de l'argent, ça. C'est de l'argent. Nombre de candidats au concours Lépine. Non. Mais il pompe, je le vois. Je le vois, Alex, c'est pas bien, c'est pas fair play. 438, c'est de l'argent, c'est une somme en euros, donc c'est ce que dépense un visiteur en moyenne quand il vient. C'est comme ça, c'est incroyable. Mais oui, mais vous avez du mobilier, vous avez des cuisines, vous avez des objets qui sont quand même de taille assez importante. Je pense qu'il y en a beaucoup qui achètent des bricoles et beaucoup qui font des gros achats. Ah, quand même. Beaucoup de bricoles et une cuisine. Et on fait la moyenne, on arrive à 438. Et donc sachez que 9 personnes sur 10, quand elles viennent à la foire de Paris, elles achètent au moins quelque chose. Donc c'est pratiquement assuré. Et une cuisine. Ou une cuisine. Un dernier chiffre, je ne vous le fais même pas deviner, c'est 562. Ah, vous aviez la réponse tout à l'heure, Alex. Mais vous étiez pas loin. Je parlais du concours Lépine, mais c'est le seul truc moi qui me rejoint. En fait, c'est le nombre d'inventions qui vont être présentées cette année au concours Lépine. Vous voyez, je n'ai pas copié, mon vieux. Voilà. T'y crois. C'est ça, et donc le concours Lépine, c'est à la foire de Paris jusqu'au 8 mai. C'est jusqu'au 8 mai à partir d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Étienne. On voit du coup la foire de Paris sous un autre œil. À propos de bricolage, on l'évoquait, Alex Vizorek, vous êtes plutôt roi de la perceuse ou bricolette, comme dirait Muriel Robin dans son sketch? Alors, très très jeune, je vous raconte une anecdote personnelle. On m'a demandé de changer une ampoule et je l'ai cassée. Et à partir de là, plus personne ne m'a jamais rien demandé. Et peut-être c'était une bonne idée, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'était freudien. C'est un tournant dans ma carrière de bricoleur. Continuez à poser vos questions. On va les poser évidemment à notre invité et à nos journalistes qui sont présents pour nous parler de l'actualité à venir. Et justement, l'actualité d'Alex Vizorek. Je le rappelle, vous êtes actuellement sur la scène de la Pépinière, le théâtre de la Pépinière à Paris, dans Alex Vizorek est une œuvre d'art. Je vous propose qu'on regarde tout de suite, de nouveau, un autre extrait du teaser du spectacle. Comment étaient traités les zèbres du zoo de Johannesburg pendant l'apartheid? Moi j'aime parfois comme ça poser des grandes questions, mais parfois je me fiche de la réponse. C'est ma part de féminité. Je suis assez sensible aux grands films d'Igmar Bergman. J'aime la belle musique d'un Schumann. Mais moi, ce que j'aime, alors par-dessus tout, c'est baiser des salopes. Si. Et là, la culture, mais je l'en fous, mais complètement. Quel bon moment. Alex Vizorek. Oui. Nous sommes plus que tous les trois. Je vois bien. Ça fait un petit peu peur. Guet-apens. Il nous en parle dès maintenant. Alex Vizorek, qui êtes-vous? J'ai un début de commencement de réponse. Ok, d'accord. Belge de naissance, journaliste de formation, mais aussi diplômé du HEC belge. Vous auriez donc pu devenir reporter ou banquier. Vous avez choisi d'être comédien. Je peux même dire humoriste. Oui. Puisque humour et humeur sont les Tintin et Milou de votre moi. Et quand je dis moi, c'est vous. Vous me direz c'est absurde, mais je m'adresse au maître du genre, au pro de la mise en ébullition des neurones. Anti-langue de bois, du matin au soir, de la radio à la télévision, en passant par les planches, vous parlez cul et culture. Exact. De Paris à Bruxelles, vous cultivez les oxymores, on en parlait tout à l'heure, et les explications de texte hallucinantes et hilarantes. Alex Vizorek, merci d'être notre invité. C'est très joli comme petit portrait. C'est moi qui vous remercie. Bravo, Fred. Bah ouais. Alex Vizorek, c'est avec ce seul en scène, pardon. Alex Vizorek est une œuvre d'art, c'est une réflexion burlesque sur l'art, que les portes du succès, de votre succès, se sont ouvertes. Oui. Franchement, c'était un pari risqué malgré tout quand même, à l'origine, puisque parler d'art à un public qui n'est pas forcément averti, ça peut faire un peu peur. Vous passez peut-être pour un humoriste intello, voire élitiste. C'est une image que vous assumez. Il ne faut jamais dire ça parce que l'humour intelligent, c'est presque un oxymore. C'est-à-dire que l'humour, c'est un truc qui doit vous venir du ventre et qu'on ne doit pas l'attendre. C'est Bergson qui dit l'humour, c'est la surprise. Donc dès que vous êtes surpris, vous riez parce que c'est votre façon de vous protéger. Et donc à moi d'essayer d'être surprenant avec des thématiques. Si vous les connaissez, vous allez rire avec peut-être une autre
de saveurs. Mais si vous ne les connaissez pas, découvrir qu'il y a un mec qui a peint un tableau tout blanc, si vous le savez, c'est peut-être rigolo qu'on puisse en rire. Si vous ne le savez pas, c'est quand même marrant de se dire, le mec, il s'est dit, qu'est-ce que je vais peindre? Bon, aujourd'hui, on va faire blanc. Mais donc, je trouve que tout ça est intéressant. Et au-delà de ça, j'aime bien l'idée qu'il y ait une vraie réflexion. Si quelqu'un vient peindre un tableau blanc, c'est peut-être que ça en dit long sur l'artiste, ça en dit long sur la période. Donc, il y a un message. J'ai pas envie de dénigrer les choses dont je parle. Je pense que je dis que j'aime bien rire avec l'art et pas rire de l'art, parce que sinon, je trouve que c'est presque un peu facile. Et... Il y a beaucoup de travail d'ailleurs. On sent énormément de travail pour s'amuser comme ça, comme vous le faites, et nous apprendre énormément de choses. J'espère qu'on sent que j'aime les choses dont je me moque. Et je fais pareil avec les gens. Mais vous l'avez même dit, dans certaines œuvres d'art, il y a en elle porte le germe de l'humour. Ah mais je suis sûr. Je parle de la boîte à caca de Manzoni. Donc il a mis dans une boîte de conserve 30 grammes de merde et il l'a vendu comme étant de la merde d'artiste. C'est une œuvre. Aujourd'hui, ça vaut 120 000 € si vous l'achetez aux enchères. Je trouve qu'on le regarde comme étant une création artistique. Au départ, c'est une bonne blague, c'est un happening élevé au rang de création artistique. D'ailleurs, à l'époque, il ne l'avait pas vendu, il l'avait donné à ses amis artistes, parce que, évidemment, personne n'en voulait dans les années 60. Et aujourd'hui, c'est une œuvre d'art. Et je pense qu'on ne regarde pas chez l'artiste. On a vu Malevich tout à l'heure, quand il peint un carré noir sur un fond blanc. Oui, il y a aussi quelque chose qui tient d'une drôlerie de provocation et on a le droit de rire avec ça parce que j'espère qu'eux-mêmes, les quelques artistes qui sont venus me voir, artistes contemporains, m'ont tous dit qu'ils avaient beaucoup aimé, donc j'étais hyper flatté. C'est flatteur. À propos d'image, Alex Vizorek, vous vous imposez à porter sur scène une chemise blanche, un nœud de cravate, des souliers vernis. C'est votre éducation qui vous a imposé de vous faire beau quand vous allez à la rencontre de gens que vous ne connaissez pas? J'estime que, parce que ma génération stand-upper, ils viennent essentiellement en t-shirt avec leur basket en disant mais j'ai envie de vous parler comme je parlerais à quelqu'un dans la rue. Moi, je suis quand même un peu héritier du théâtre français. Moi, j'aurais rêvé de jouer à la Comédie Française. Et donc, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous. Alors, vous ne m'avez pas encore donné rendez-vous, mais si un jour je vais à un rendez-vous avec vous, je ferai vraiment énormément d'efforts pour être à la hauteur. Et j'ai l'impression que c'est pareil avec le public. Alors, je trouve qu'il faut que les souliers soient bien vernis, que la cravate soit bien nouée et que je me maquille un peu et voilà, mais je trouve que c'est le respect aussi c'est un moment de scène. C'est pour ça que moi j'aime bien les vrais théâtres. La Pépinière c'en est un, le Théâtre Antoine, je suis tellement flatté de jouer là. C'est des lieux de spectacle. Je dis pas que j'irai pas au Jamel Comedy Club, mais qui sont plutôt des bars devenus scènes de spectacle. Moi j'aime bien quand c'est des théâtres. Vous avez une formation de comédien issue d'une cour Florent, qui est un cours de théâtre et de comédie qui se situe à Paris. Une usine d'acteurs. Belge, vous êtes né en Belgique, vous êtes belge. Comment on conserve l'ADN belge de son humour quand on a été formaté, malaxé par l'humour français? En fait, vous avez toujours eu beaucoup d'avance en humour. C'est-à-dire que dans l'ordre, c'est les Américains et les Anglais. Et puis, alors les Québécois, c'est un peu une partie à part, qui sont très influencés par l'humour anglophone. Et puis les Français, nous, moi j'allais voir les Team Seat, les Palmade, les Likaku quand ils passaient à Bruxelles. Et à l'époque, il y avait quelques grosses vedettes et on allait les voir. Et on est influencé par ça. Il y avait aussi des vedettes belges et il y avait aussi un humour belge qui s'exportait moins bien peut-être à l'époque parce qu'il était trop belge. Et on a trouvé, je pense, ma génération, avec un petit peu de français et un petit peu de ce qu'on a vécu, on parvient à faire un humour qui, pour vous, semble un petit peu différent, mais qui est tout à fait acceptable et vous pouvez en rire et vous n'avez pas l'impression d'être exclu. Si je vous montre des comiques belges des années 80, vous allez me demander peut-être dans quelle langue ils parlent, donc c'est pas toujours une bonne idée. Alors, on va finir avec une dernière question me concernant. Je parlais tout à l'heure de votre succès qui est immense. Vous formez à l'antenne de France Inter avec Charline Vanhoenacker, le plus populaire des duos du paysage radiophonique. Vous serez sur France Inter à la rentrée de septembre ou vous partez vous aussi sur Europe 1? Petit piège, Alex. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Oui, bien sûr, on a dit qu'on restait. Mais par contre, on va attendre que Europe 1 nous envoie la fiche de paye. Comme ça, nous, on va pouvoir aller à France Inter, dire regardez quand même. Voilà, donc, voilà. Non, mais c'est vrai que ça bouge beaucoup, c'est le mercato. Je trouve ça assez normal qu'une chaîne qui va pas bien essaye d'aller. C'est comme des clubs de foot. Vous allez essayer d'acheter le grand attaquant de l'autre équipe et je souhaite bon vent à ceux qui ont décidé de partir là-bas, qui ont bien fait leur travail chez nous, qui nous ont mis à l'antenne. Alors j'aurais préféré qu'ils restent, mais voilà, s'ils y vont, on fera tout pour que ça reste la même écart. Merci beaucoup Alex Vizorek. Alors beaucoup de questions d'internautes. J'en prends une à la volée, celle de Pichoun qui demande. Qui demande l'humour belge a le vent en poupe en ce moment, une raison particulière à cela?
Moi, j'ai pensé que la France arrivait au bout d'un raisonnement sur lui-même, sur elle-même plutôt, la France. Et donc, vous avez accepté d'ouvrir les portes à un regard extérieur. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années, vous étiez suffisamment fiers pour dire on n'a pas besoin de Belges pour donner leur avis sur la politique française, c'est bon. Et puis, vous avez vu que chez nous, on était très intéressés par vous. On est un peu le petit frère qui vous connaît très bien, qui vous observe. Et donc, à un moment, vous vous êtes dit, mais le petit frère, il réussit pas mal. On va quand même lui demander ce qu'il pense de notre parcours. Et donc, on s'est retrouvés, nous, à être ravis de venir ici parce que ce paysage médiatique est magnifique, intéressant et beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut être regardé chez nous. Et vous avez trouvé ça intéressant et décalé d'avoir cet avis-là. Et donc, on est peut-être arrivé au bon moment. Oui. Merci beaucoup, merci Alex Vizorek. Merci à Pitchoun. Bien sûr. On enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de l'émission, mais on commence en musique. Take off all your clothes, take off, take off. Take off all your clothes, take off, take off. Take off all of your clothes. They say only the good die young. That just ain't right. 'Cause we're having too much fun. Too much fun tonight. Yeah. And I lust for love, and lust for love, and lust for love, and lust for love. Keeps us alive, keeps us alive. And lust for love, and lust for love, and lust for love, and lust for love. Keeps us alive, keeps us alive. We dance on the edge. Et viennent de nous rejoindre pour cette deuxième partie de l'émission Athénaïs Keller, Laurent Louette, Marc Landré. Athénaïs, bonjour. Bonjour Fred, bonjour Charlotte. Alors, vous êtes journaliste culture. Chaque semaine, vous nous offrez cette petite musique qu'on va avoir dans la tête, et Dieu sait qu'on l'a dans la tête. On voit le journaliste culture. Les autres étaient là, sur cravate, et vous avez l'air évadé d'un festival musical. Athénaïs aussi a son habit de lumière. Et c'est son habit de lumière. C'est son habit de lumière. Et ça lui va hyper bien, je suis ravi. Si, le sport, il n'a pas de cravate. Non, c'est L'économie. Ouais, l'économie entre deux. Il sait qu'il peut partir bientôt en fonction des résultats de l'élection, donc il a déjà l'écharpe. Alors, qui vient-on d'entendre, Athénaïs? Eh bien, on va d'entendre... Oula, pardon. Je reprends. On vient d'entendre Lana Del Rey. Alors, Lana Del Rey, je ne sais pas si vous la connaissez. Si, bien sûr. Ah, quand même un peu. Oui. Qui sourit jamais. Non, Qui sourit jamais. Je vais vous en parler alors un peu. Lana Del Rey, c'est un peu une sorte d'icône des temps modernes. Enfin, c'est ce qu'elle essaye de devenir. Elle joue sur beaucoup de codes différents, sur les codes du passé, sur une sorte d'imagerie un peu vintage des années 60-70, et sur tous les clichés de la Californie de l'époque. Et elle fait tout ça surtout via les réseaux sociaux, donc avec les outils de communication moderne, évidemment, sinon ça ne marche pas très bien. Et alors, elle maîtrise autant sa musique que son image. Elle est très mystérieuse, on connaît très peu de choses sur sa vie privée. Elle a un côté un peu quasi mystique. Elle a même annoncé, ça pour l'anecdote, qu'elle prendrait part à une vaste opération de sorcellerie pour contrer l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais c'est très sérieux. Ça a bien fonctionné. C'est très sérieux. Non, mais c'était après l'arrivée. Ils se sont dit que toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, je ne sais pas quoi, ils se retrouvaient avec un petit groupe de sorcières pour jeter des sorts sur Donald Trump. Voilà. Ça marche On rappelle que la drogue, évidemment, c'est très mauvais. Et donc, c'est une sorte de sorcière californienne, un peu à cheval entre hier et aujourd'hui. Et ce côté sorcière envoûtante, ça marche vachement et ça se ressent dans la dévotion de ses fans qui guettent le moindre de ses mouvements, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs par ce biais qu'elle a annoncé la sortie de son 5e album, sans préciser de date pour l'instant. Et ce titre que vous venez d'entendre, qui s'appelle Lust for Life, c'est le 2e extrait de ce 5e album. Et pourquoi est-ce qu'on sait déjà que ça va cartonner? Tout simplement parce que le premier extrait de cet album, qui s'appelait Love, est sorti il y a quelques semaines et il y a déjà 50 millions de vues sur YouTube. Ah, quand même. Donc c'est à peu près les scores de votre émission de la semaine dernière. Oui, c'est bien de le préciser. Ouais. Vous reviendrez à Athénaïs, ça me fait plaisir. Je vous remercie. Et ce titre-là, Lust for Life, en comptait déjà 3 millions en 24 heures. Et aujourd'hui, une semaine après, 14 millions, 8 millions d'écoutes sur Spotify. Enfin, c'est assez énorme. Et le moindre geste de Lana Del Rey est suivi par des millions de fans, d'autant plus que sur cette chanson, elle s'associe à une autre très très grosse star du moment, qui s'appelle The Weeknd. Oui, on a bien révisé. Ça, on a bien révisé, bien. Parce qu'on l'a entendu toute la semaine. Effectivement, et qui a un succès monstrueux avec son nouvel album qui s'appelle Starboy, sur lequel il a collaboré notamment avec Daft Punk. Pour vous dire son succès, il a fait un concert à Bercy il y a quelques semaines. Les places se sont vendues au marché noir à plus de 300 €, donc c'est
C'est énorme. Vous n'avez pas prévenu, dis donc. Donc c'est un monsieur qui s'appelle The Weeknd. Il s'appelle The Weeknd, voilà. Donc on pourrait dire c'est un groupe, non, c'est un monsieur. C'est juste un monsieur. Athénaïs, il y a une question intéressante d'un internaute, c'est Muriel, qui dit « Ça ne fait pas 2 fois que Lana Del Rey dit qu'elle arrête la musique ». C'est bizarre, non? Et on aimerait bien que ça arrive. Alors, Ça, on peut pas la dire. certains peut-être le souhaitent, en tout cas pas tout le monde manifestement parce que ça marche encore très bien. Non, elle n'arrête pas la musique. Je pense qu'elle fait des petits coups un peu comme ça sur les réseaux sociaux pour recréer un peu du buzz, comme on dit. Cela dit, quand on regarde les dates, elle a sorti son dernier album il y a 1 an et demi à peine. Donc non, elle a jamais arrêté. Elle enchaîne les albums. 1 an et demi, c'est assez court quand même pour un album. Donc son nouvel album la sort normalement en juin. Donc non, il n'est pas... Pas prévu qu'elle arrête. Pas prévu qu'elle arrête pour l'instant. Merci à Athénaïs. On active parce que quand même, on le dit, on est en direct. Alex Vizorek est exactement dans 1h45 minutes à l'antenne sur France Inter en direct. Oh, ça c'est beau. C'est beau. Un journal de droite qui fait la pub d'une radio de gauche. Non mais vous êtes venus chez nous. Vous savez qu'il y a beaucoup d'internautes qui posent cette question. Que fait Alex Vizorek sur un média de droite? Ils ont beaucoup d'humour. Mais non, mais je suis ravi, moi j'aime bien. D'ailleurs, il faut que vous veniez chez nous aussi. Mais si vous nous invitez, on viendra. Ben voilà. Avec plaisir. À propos avec la nouvelle direction. À propos de musique, c'est un tout autre son qu'on va entendre le 1er mai prochain avec les différents défilés. Et on vous en parle dès maintenant avec Marc Landré, rédacteur en chef au service économique. Marc. Oui. Est-ce qu'il y aura du monde, plus de monde cette année lors des manifestations du 1er mai tout du moins plus de monde qu'à d'habitude en fait. Alors, ça dépend où est-ce qu'on place l'habitude. Disons que un 1er mai traditionnel, c'est à peu près 100 000 personnes dans la rue, selon la police. Je ne donne pas selon la CGT parce que c'est toujours capoté. Donc, selon Bruno Retailleau, on a des chiffres 3 millions. Non, selon la police, c'est 100 000 en moyenne. Mais cette année, ça ne vous a pas échappé, c'est une année présidentielle. Il se trouve qu'en année présidentielle, les 1er mai sont toujours chargés parce que ça permet aux gens qui disent non, 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 on n'est pas d'accord, de le dire un peu plus fort en étant un petit peu plus nombreux. Donc on a 2 exemples. C'est 2002 où Jean-Marie Le Pen était au 2e tour de la présidentielle, où là, il y avait plus d'1 million de personnes dans les rues, donc 10 fois plus qu'à l'accoutumée, et en 2012 où un certain Nicolas Sarkozy, jeune prometteur retraité, avait décidé de se mettre à dos les syndicats, et donc ils avaient décidé de se mobiliser puisque lui avait fait une grande teuf place du Trocadéro. Donc là, ça avait été gros. Donc grosso modo, oui, il y aura plus de monde parce que c'est une année présidentielle, mais non, docteur, parce que c'est pas une année présidentielle comme les autres. Comme les autres. Comme les autres. Comme les autres. Point. Sait-on en général pour qui les salariés proches des syndicats vont voter pour ce second tour, Marc? Oui, en tout cas, on le sait pour cette élection-ci, puisqu'il y a un sondage qui a été réalisé par Harris Interactive suite au vote du premier tour. Et là, c'est assez instructif. On se rend compte que, par exemple, pour les 3 grosses centrales syndicales, CGT, CFDT et FO, les votes n'ont pas du tout été les mêmes. La CFDT, par exemple, qui est la première centrale syndicale de France, a voté quasiment pour la moitié pour Emmanuel Macron. Et ensuite, un petit peu pour François Fillon et surtout pour Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, on sait que c'est plutôt centre-droit. Par contre, CGT et FO, elles, ont plutôt voté pour Jean-Luc Mélenchon, un petit peu pour Benoît Hamon et un tout petit peu pour Emmanuel Macron. Donc grosso modo, comment ça devrait se départir dans 10 jours? On devrait avoir ceux qui sont proches des syndicats réformistes qui voteront Emmanuel Macron et ceux qui sont plutôt proches des syndicats contestataires qui voteront et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alex Vizorek, vous avez déjà manifesté, vous? Oui, je l'avais fait pour l'unité de la Belgique. Je sais qu'il y avait eu un problème parce que chez nous, tous les 10 ans, on pense à se séparer. Et donc, je trouvais que c'était à ce moment-là assez intéressant. Bon, évidemment, nous, les dernières manifs importantes, on était à la radio, donc on essayait de le relayer de manière vivante. Et je sais que Charline avait sorti son on appelle ça gueulophone. Mégaphone. Et donc, on avait fait ça sur antenne. Mais bon, c'est vrai que vous avez oublié de dire, comme on a dit, pas mal de syndicats vont voter l'abstention tant que Mélenchon ne donne pas son avis. Et c'est aussi un vrai. Oui, justement, il y a Samou qui se fâche, tout rouge, qui dit la CGT et la CFDT qui soutiennent Macron, comme le fait le MEDEF, c'est n'importe quoi. Non, ils ne soutiennent pas Macron.
après, c'est toujours pareil, c'est dans des subtilités. On peut dire que c'est de la fumisterie ou que c'est pas très, très, très franc du collier, mais ils ne soutiennent pas Macron. La CVT est très claire, a dit, l'objectif numéro 1, c'est d'éviter Marine Le Pen. Donc, on ne va pas tourner autour du pot. Si pour éviter Marine Le Pen, il faut voter Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire qu'on soutient son programme, ça ne veut pas dire que s'il est élu, on donnera un blanc-seing à tout ce qu'il ferait, à tout ce qu'il fera. La réponse est non. Premier objectif, éviter Marine Le Pen. La CGT est un petit peu plus tendancieuse. Elle ne dit pas il faut voter Emmanuel Macron, elle dit il faut faire barrage au Front National. Donc, après, vous en comprenez ce que vous voulez. Effectivement, ça peut aller vers l'abstention ou ça peut aller sur Emmanuel Macron. Et FO est encore plus faux cul, si vous me permettez l'expression. Oui. FO, faux cul, hein, ça peut rimer. Tout simplement. À glisser, ça mange pas de pain. Et surtout, j'explique. En plus d'être drôle, il y a une raison. Non, c'est que FO est un peu plus faux cul parce qu'elle dit il faut faire barrage à l'extrême droite. Donc, il ne cite même pas le FN et encore moins Marine Le Pen. Et en plus, il ne donne pas de consigne de vote. Donc là, les électeurs de FO, ou du moins les proches de FO, sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent, y compris à rester chez soi à boire de la bière. Marc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'on retrouve toutes vos analyses, vos décryptages sur le Figaro.fr et dans le Figaro Économie tous les jours, quasiment. Merci beaucoup. Même les nuits. Même les nuits, souvent, ensemble. Merci Marc. Merci Marc. Je me tourne maintenant vers Laurent Louette. Bonjour Laurent, vous êtes rédacteur en chef du service. Moi non. Vous êtes rédacteur en chef du service sport du Figaro. On sort les banderoles et les vuvuzela bientôt pour parler football et plus précisément de Coupe d'Europe. Mercredi 3 mai à 21h, Monaco affronte la Juventus de Turin en Ligue des Champions et Lyon jouera à Amsterdam contre l'Ajax. Il semble que le printemps sourit à Lyon et à Monaco qui sont qualifiés pour les demi-finales. 2 matchs à ne surtout pas louper, Laurent. Surtout pas manquer, c'est la belle saison du foot français. Et alors, on parle de sport. Vous m'avez posé une question tout à l'heure en début d'émission. Oui, le Stade de France, c'est 80 000 personnes. Donc, 3 Stades de France, 240 000, c'est ça? Très bien. Versus 200 000 pour la Foire de Paris. Il était dans les coulisses, il a tout entendu, c'est tout. Il est là, il reprend le fil. Il est malin. Oui, Charlotte, c'est une soirée à ne pas manquer. Ce mercredi 3 mai, la soirée du foot français. Pourquoi, Alex? Parce que c'est rare, une équipe de France en demi-finale de Champions League. C'est ça, ça arrive tous les 10 ans. Moi, j'étais dans le stade quand le PSG a gagné la première Coupe d'Europe française. C'était à Bruxelles contre l'Austria de Vienne, de Bruno N'Goti. On a vibré. Exactement. On va préciser, Alex Vizorek, qu'il fut un temps où vous commentiez les matchs de foot sur une station de radio belge. Exactement. J'ai commencé par là, c'est mon stage, je l'ai fait dans le département sport. Parce que vous aviez fait une formation de journaliste. Exactement. Et j'aime le foot. Et donc, vous êtes en terrain conquis. Je suis ravi, je suis sûr que ça va être pertinent. Alors, on y va en essayer effectivement, tous les 10 ans, donc pour nous en France, une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc, effectivement, il y a 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans, en 2010, Lyon, qui joue la Ligue Europa mercredi à l'Ajax, comme tu l'as dit, Charlotte, a joué une demi-finale de Coupe d'Europe contre la Juventus de Turin. En 2004, l'AS Monaco était déjà en demi-finale. Et puis 10 ans avant, on se souvient de l'OM au début des années 90. Comme entraîneur. Exact. Le fameux ça dit pas belge. Dites donc, le sorcier belge. La Belga. Exactement, la cigarette belga. Et puis à la fin des années 90, Monaco avait déjà joué une demi-finale de Coupe d'Europe contre la Juventus de Turin, déjà en 1998. Donc, oui, ne manquez pas la soirée de mercredi, parce que ça n'arrive qu'une fois par décennie. Ne manquez pas la soirée de mercredi, parce qu'il va y avoir du grand spectacle sur le terrain, avec Monaco et la Juve, une opposition de style formidable. La meilleure attaque d'Europe d'un côté avec les jeunes monégasques et la pépite Mbappé. Le fameux Kylian Mbappé. On en parlera juste après. 19 ans, un monstre. Un monstre. Et puis de l'autre côté, la Juve, la meilleure défense d'Europe. Donc une opposition de style qui va être explosive. Et puis troisième raison pour laquelle il ne faut absolument pas manquer ce match-là, c'est qu'on va pouvoir se chauffer les neurones. Ah, joli, neurones. Bien entendu. Dès 18h45 avec Lyon, passer sur l'AS Monaco contre la Juve. Et puis si on veut, comme l'a dit Daniel Cohn-Bendit, comme le rappelait Karl Mayence tout à l'heure, on peut mettre le son. Mais oui, parce que c'est le même jour, c'est le 3 mai. Même jour, même heure. Même jour que le fameux débat présidentiel. Vous allez choisir quoi, Alex Vizorek? Le foot, le débat présidentiel? Si ça avait été un club belge, j'aurais été très très ennuyé si Anderlecht avait dû jouer. Mais non, je vais regarder le débat présidentiel parce qu'il y a un match retour de toute façon. Il y a un très beau match retour, 8 jours après. Voilà. Oula,
Ça m'a échappé. Pardon. Ça m'a échappé. Alors Alex, je voulais vous demander, il y a une pépite. Alors, on parlait des pépites, Kylian Mbappé. Oui, tout à fait. C'est l'attaquant de Monaco, vous l'avez dit, et on dit de lui que c'est la nouvelle pépite du football français. Pourquoi? Oui, parce que c'est un joueur qui bat tous les records de précocité. Un attaquant qui marque des buts, alors même qu'il y a un an, personne ne le connaissait. Il va se retrouver l'été prochain sur le mercato, le marché des transferts, et il est en mesure aujourd'hui d'exploser le record des prix d'un transfert pour un joueur en Europe. On se souvient que ce record appartient à Paul Pogba, le français, pardon, Paul Pogba, qui est passé de la Juventus de Turin à Manchester United l'été dernier pour un peu plus de 100 millions d'euros. Un Français, Anthony Martial, est deuxième. Et on pense là que Kylian Mbappé, lui, va exploser les compteurs. Il explose les compteurs. Mais on va suivre ça avec attention. Une dernière question quand même qui est importante. Monaco et Lyon, ils sont favoris sur ce coup-là? On a parié. Et on a parié, exactement. C'est eux les favoris, c'est la France qui est favorite. Chacha, vous avez parié pour... Moi, je parie pour Monaco. Changez un petit peu la pièce ou le billet. Ça va être compliqué pour Monaco face à la Juventus de Turin. C'est une équipe, les Italiens sont considérés cette année comme les favoris de l'épreuve. Et puis pour Lyon, qui joue contre l'Ajax, la petite Coupe d'Europe, la deuxième Coupe d'Europe, les chances sont supérieures. Laurent, il y a une question d'un internaute, c'est Méthode, voilà, qui pose cette question. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un petit déficit médiatique pour Monaco? On parle souvent du PSG alors que l'ASM, l'association Monaco, mérite ça. C'est vrai, probablement que l'association sportive de Monaco est un club qui fait moins l'unanimité que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain divise en France. C'est le club de la capitale. Toute la province est un peu contre les Parisiens. Mais lorsque Paris propose une équipe absolument dingue sur le terrain, des joueurs haut calibre, évidemment, Paris fédère. Monaco reste un peu confiné dans le sud, dans un petit stade, dans son coin. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions. Alex Vizorek, un petit clin d'œil à un personnage que vous citez donc dans votre pièce, Luis Fernandez. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de cette affiche? Oula, mais moi je le cite parce qu'il dit une phrase, et j'ai cherché, c'est vraiment une vraie phrase de Fernandez. Parce que quand vous tapez citation Bergson, vous trouvez beaucoup de citations, quand vous tapez citation Fernandez, vous en trouvez moins. Luis Fernandez. Et il dit qu'en compétition, il y a toujours un premier et un dernier, et que l'important n'est de jamais être le deuxième de soi-même. Je ne suis pas sûr que ça veuille dire quelque chose, mais à partir du moment où il le dit avec une vraie certitude, et donc dans mon spectacle, je cite parfois André Malraux et parfois Luis Fernandez, et en fait, André Malraux est beaucoup plus accessible de manière générale que Luis Fernandez, et c'est vrai que quand on remet ça en question... Et vous finissez par Bergson. Et je finis par Bergson, voilà, pas ça histoire de dire que quand même pour rien. Merci beaucoup Alex Vizorek. Il y a une dernière question d'un internaute qui demande, vous irez voter au second tour, Alex Vizorek? Si j'étais français, j'irais. Alors, évidemment. vous n'avez pas la nationalité française, évidemment. Est-ce que vous seriez allé voter? Et si oui, pour qui? Absolument. Non, mais en fait, je ne comprends pas. Là, on a le choix entre deux France. C'est-à-dire que votre système électoral est très différent. Donc, c'est-à-dire que je ne le juge pas. Mais là, vous avez le choix entre deux France. Tout ce qui s'est passé avant, c'est trop tard. Si ça avait été un autre duo, j'aurais aussi été voté pour la France que je préfère. Et je ne vais peut-être pas vous surprendre en vous disant qu'entre ces deux-là, j'ai beaucoup de difficultés avec la France proposée par Marine Le Pen. Une toute dernière question qui encore. Qui va m'obliger à rentrer chez moi déjà dans un premier temps. Et ce sera la dernière. Il y a Benjamin sur Facebook qui demande, ça fait allusion à ce qu'on disait tout à l'heure sur le mercato médiatique entre France Inter et Europe 1. Est-ce que vous allez suivre Frédéric Schlesinger sur Europe 1? Frédéric Schlesinger, c'était le patron des antennes de Radio France qui va sur Europe 1 diriger Europe 1. Alors, il devait y avoir un Blablacar qui partait ce matin de la maison de la radio à rue François 1er, mais j'ai dû le louper. Ils m'ont pas attendu, donc ils sont partis sans moi. Non, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Non, on va tout faire pour rester là. C'est des gens qui nous ont fait confiance, excusez-nous, mais mettre deux inconnus à l'antenne à cet horaire-là face à Hanouna et Ruquier il y a maintenant 3 ans, je pense la fidélité est méritée. Et puis, on y a beaucoup de bonheur. Les auditeurs nous connaissent, nous comprennent. Je pense que notre cycle n'est pas encore terminé. Mais voilà, on espère qu'il y a des chouettes noms qui vont arriver chez nous. Comme je vous disais, ça ressemble au foot. J'espère que le 11 de base de France Inter pour la rentrée va être encore plus fort. En tout cas, nous, on reste
sur le flanc gauche. Parce qu'à France Inter, bon, tout le monde joue un peu sur le flanc gauche. Mais on a quand même l'un ou l'autre qui joue à droite. Là, ils n'aiment pas quand je dis ça. Bien sûr qu'on fait de la radio pour absolument tout le monde. Merci Alex Vizorek. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle Alex Vizorek qu'on vous retrouve du lundi au vendredi de 17h à 18h sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout. Le fameux d'ailleurs qui cartonne en audience et qui est d'ailleurs la tranche horaire qui a le plus d'auditeurs et qui fait des scores qui n'ont jamais été vus sur France Inter. Oui, c'est ça. À cet horaire-là, on a le meilleur score. Voilà, bravo historique. À vous. Toujours sur France Inter, on vous retrouve chaque mardi matin dans la matinale de Patrick Cohen avec un petit billet d'humour et tous les samedis dans l'équipe de Célébdo avec Anne-Elisabeth Lemoine et puis également sur Paris Première, on l'a dit tout à l'heure, dans l'émission d'Éric Nolot et évidemment sur scène à la Pépinière à Paris dans Alex Vizorek est une œuvre d'art avec une grande date le 12 juin effectivement au théâtre Antoine. Alex Vizorek, pour changer un petit peu des spécialités belges, je vous offre ce livre, Le Tour de France, des 100 péchés mignons. Oui, ça, c'est pour vous, on y trouvera tous les secrets des confiseries, sucreries et autres biscuits, un petit livre édité par Le Figaro et qui est disponible pour nos internautes sur lefigaro.fr et chez vos marchands de journaux. Et puis Alex Vizorek, je vous offre aussi, on en a parlé tout à l'heure quand même, c'est un très beau cadeau, le tout nouveau, tout frais Madame Cuisine pour 100 recettes. Tout le monde le veut, plaisir, tout le monde le veut dans cette maison. Vous savez que mais voilà, on sait comme ça. Je suis un fou de Madame Cuisine, moi. Vous êtes l'un des premiers à l'avoir en main. Ouais, vous êtes l'un des premiers, franchement, génial. Et rien que le toucher. Ah, le toucher, c'est agréable. Nous, on le paye. Merci Alex Vizorek d'avoir été notre invité cette semaine, 15h59, vous nous aviez laissé jusqu'à 16h. On se retrouve nous jeudi prochain, même heure, même punition, 15h10. Charlotte, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fred. En musique avec cette petite musique qui va nous rester dans la tête. À la semaine prochaine. Merci à tous.